Je m'appelle Cadence. Je travaille le dernier quart de travail dans un petit bar de plongée dans la partie la plus calme de ma ville. L'endroit se trouve juste à la sortie de l'autoroute, mais le parking dispose également d'une entrée arrière accessible vers la ville en général. Ce n'est rien d'extraordinaire, juste un endroit faiblement éclairé où les habitués se connaissent par leur nom et où le jukebox joue la même rotation de rock classique depuis des années. La plupart de nos clients sont des locaux, des camionneurs de passage et des touristes égarés, occasionnels à la recherche d'une boisson bien fraîche. J'aime ça, cependant. La routine est prévisible, les pourboires sont étonnamment corrects, et j'ai appris à gérer la foule habituelle des bars. Les bavards, les flirteurs, les buveurs discrets et ceux qui veulent juste qu'on les laisse tranquilles. Les week-ends sont évidemment beaucoup plus chargés, mais le problème avec le travail pendant la semaine est que je suis censé travailler seul pendant mes quarts de nuit. Je n'ai même pas accès à un bar-back de temps en temps. Oui, c'est évidemment un travail plus facile et plus lent pendant la semaine, mais la compagnie de mes collègues me manque. J'ai tendance à être assez vigilant pendant mes quarts de travail, car nous avons parfois des bagarres dans les bars, compte tenu du type de foule que nous attirons. C'est pour ça que j'ai chronométré le gars immédiatement. Il était environ 1h du matin un mardi lorsqu'il est entré. Si je devais deviner, je dirais qu'il avait la quarantaine, mais il était extrêmement soigné et soigné. Ce n'est pas le genre de look que l'on attend d'un gars de son âge dans un coin comme celui-ci. Il portait un col roulé noir sous un trench-coat noir, définitivement bien habillé, mais décontracté. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais il avait cette aura de sophistication qui fait penser à l'argent. De l'argent réel, pas du genre « regarde-moi bruyant ». Il regarda lentement autour de lui avant de se diriger rapidement vers le bar et de s'asseoir. Je me souviens aussi qu'il avait une posture étrangement bonne, mais ce n'est ni ici ni là. Quand je me suis approché, il a jeté un coup d'œil aux bouteilles derrière moi et a commandé quelque chose de haut de gamme sans hésitation. Alors que je lui servais son verre, il m'a demandé si j'aimais travailler ici avec le sourire aux lèvres. C'était une question assez normale, alors je lui ai répondu honnêtement. Je lui ai dit « ouais » et je lui ai souri en retour. J'ai ensuite fait une blague sur le fait d'être barman ou quelque chose du genre. J'aimerais pouvoir dire que j'ai ressenti une ambiance effrayante de sa part, mais ce n'est pas l'énergie qu'il dégageait. Il avait vraiment l'air d'un gars debout, un peu comme le père célibataire qui assiste au match de baseball de son enfant et qui donne un high five à toute l'équipe. Il a discuté un peu avec moi, ce qui ne me dérangeait pas puisque le bar était plutôt calme à ce moment-là. Finalement, il m'a demandé si j'avais déjà pensé à faire quelque chose de plus grand, ce qui, je l'avoue, était quelque peu bizarre. Encore une fois, ce n'est pas une question totalement effrayante étant donné la nature de la situation. Je lui ai fait mon sourire de barman habituel et lui ai dit que j'étais heureux pour le moment. Il hocha la tête et sirota son verre, apparemment déçu de ma réponse pour des raisons que je ne comprenais pas. Après une longue pause, il m'a demandé à quelle heure je partais. Sorti de nulle part, cette question m'a surpris. Je n'avais détecté aucune sorte de flirt de sa part, alors j'ai été un peu déçu de découvrir que notre conversation n'était qu'une autre de ces vaines tentatives pour obtenir mon numéro. J'ai souri et lui ai donné une réponse vague, essayant de le repousser amicalement, sans avoir l'air tendu. Avant qu'il puisse répondre, je me suis occupé et j'ai commencé à essuyer le comptoir. Mais il n'a pas insisté. Il a juste souri, comme s'il le savait déjà, puis a vidé son verre et a sorti un billet de $100, le posant doucement sur le bar comme si de rien n'était. Puis, sans ajouter un mot, il sortit dans la nuit. Je ne savais pas vraiment quoi penser de cette rencontre. Je sais que cela ne ressemble à rien, mais son comportement était tellement loin de mon radar que j'étais intrigué. Quoi qu'il en soit, j'ai pensé que je ne le reverrais plus jamais et j'ai continué ma vie. Mais il s'est avéré que j'avais tort. Environ une semaine plus tard, il est revenu. Mais cette fois, il n'était pas seul. Il y avait une femme avec lui. Elle a attiré mon attention puisque je ne l'avais jamais vue auparavant. Elle avait l'air d'avoir la trentaine
et était habillé d'une manière qui ne correspondait pas tout à fait à son âge. Tendance, mais décalée, comme quelqu'un qui essaie un peu trop fort de se fondre dans une foule plus jeune. Je l'ai observé attentivement alors qu'ils s'approchaient tous les deux du bar. Tout chez elle semblait calculé, de la façon dont elle souriait trop facilement jusqu'à la façon dont elle s'appuyait contre le bar, comme si nous étions déjà amis. Alors que je déposais des serviettes devant eux, la toute première chose qu'elle m'a dite n'était pas un bonjour ou une commande de boisson, mais un compliment. Elle a affiché ce sourire trop joyeux et a dit « Tu es si jolie ». Ses doigts effleurèrent mon bras pendant qu'elle le disait, s'attardant juste une seconde de plus que d'habitude. J'ai ri et je l'ai remerciée, mais j'ai immédiatement pu dire que quelque chose n'allait pas chez cette femme. L'homme ne parlait pas, ce qui me paraissait également un peu étrange, étant donné qu'il avait été si bavard la dernière fois. Ils ont commandé des boissons et je les ai servis, et c'est à ce moment-là que les questions ont afflué. La femme m'a demandé depuis combien de temps je travaillais ici, quel âge j'avais, et un tas d'autres petites questions de ce genre. J'ai répondu par des phrases courtes et polies, mais j'ai eu l'impression qu'il ne s'agissait pas de bavardage. Elle m'étudiait. À un moment donné, elle a regardé l'homme, et il semblait qu'il communiquait, même s'il ne parlait pas. Elle m'a regardé et m'a dit qu'elle dirigeait un club événementiel exclusif. Elle se pencha un peu en disant cela, baissant la voix comme pour éviter qu'elle ne soit entendue par un autre client. Elle m'a dit qu'elle recherchait toujours des gens jeunes et sympas pour des soirées privées et que je gagnerais une fortune, 10 000 $ pour un week-end. J'ai laissé échapper un petit rire forcé et lui ai dit que ça avait l'air trop beau pour être vrai. Elle a insisté sur le fait que c'était réel et m'a dit qu'un groupe de filles comme moi travaillait pour eux. Son sourire n'est jamais tombé ni modifié à aucun moment, ce qui commençait à me faire peur. Elle a ramené la conversation au travail en tournant autour des mêmes mots, amusant, sûr, exclusif. Puis, avec désinvolture, elle a dit « Tu devrais sortir une seconde. Il y a quelqu'un qui peut mieux t'expliquer. » Mon pouls s'est accéléré. Je ne jouais pas à ce moment-là. Je n'ai même pas pris la peine de faire comme si je n'étais pas effrayé. « Je vais bien », dis-je d'une voix ferme, sans sourire cette fois. À ce moment-là, un groupe de clients est entré, riant et parlant fort. L'expression de la femme changea en un instant, son masque amical glissant légèrement avant qu'elle ne se tourne vers l'homme à côté d'elle. Sans ajouter un mot, ils sont partis. Je mentirais si je disais que je n'étais pas perturbé après ça. Ces gens au hasard venaient de me proposer Dieu sait quoi. J'ai parlé de la situation à mes collègues et à mon patron, et nous avons tous convenu de garder l'œil ouvert si ces personnes revenaient. Mon patron m'a assuré qu'il était toujours à 15 minutes de route si j'avais besoin de lui, et les caméras de sécurité du bar étaient généralement suffisantes pour dissuader toute mauvaise conduite. Je ne pouvais pas vraiment faire grand-chose au-delà de ça. Ce n'est pas comme si ces gens avaient fait quelque chose d'illégal. J'ai essayé de le chasser de ma tête, mais quelques nuits plus tard, après la fermeture, j'ai vu la voiture. Elle était garée de l'autre côté de la rue, moteur éteint, juste là. J'ai essayé de me dire que ce n'était rien, mais la sensation d'être observé rampait sur ma peau comme de l'électricité statique. Alors que je me dirigeais vers ma voiture, je gardais la tête baissée, mes clés serrées dans ma main. Quand je suis sorti du parking, j'ai vérifié mes rétroviseurs. La voiture a suivi. Il restait juste assez en retrait pour éviter tout soupçon, mais à chaque tour que je faisais, il était toujours là. J'ai pris un virage au hasard dans une rue secondaire et cela a suivi. Un autre tournant, toujours là. J'ai commencé à paniquer intérieurement. Je savais que c'était eux. Je me suis forcé à rester calme, à réfléchir. Puis, sans hésiter, j'ai navigué et me suis garé sur le parking d'un commissariat de police, serrant si fort le volant que mes jointures sont devenues pratiquement blanches. À la seconde où je suis arrivé, la voiture est partie à toute vitesse. Rien ne s'est passé pendant un moment, mais je savais que ce n'était pas fini. Il s'est avéré que j'avais raison.
C'était un quart de travail lent en semaine. Presque personne n'entrait. À minuit, j'essuyais le comptoir, pensant à moitié fermé plus tôt lorsque la porte s'est ouverte en grinçant. C'était la femme. J'ai immédiatement envoyé un SMS à mon patron, aussi discrètement que possible. J'ai levé les yeux et la femme me regardait avec ce même sourire artificiel. Elle se dirigea lentement vers le bar et s'assit, les mains soigneusement jointes. J'étais en train de débattre de lui dire de partir quand elle a dit « Je pensais que je viendrais te voir ». Mon estomac a commencé à se tordre, mais j'ai fait de mon mieux pour le cacher. Je lui ai dit que nous allions fermer et qu'elle devait partir, mais elle a fait cette grimace et n'en a demandé qu'une à l'ancienne. J'ai pensé à lui refuser, mais j'ai pensé que lui verser le verre la retarderait suffisamment longtemps pour que mon patron arrive. Alors, je me suis retourné et j'ai commencé en essayant de garder mon sang-froid. Et puis, je l'ai entendu. Le léger déclic de la porte d'entrée qui se ferme. Je me suis retourné. La femme était partie. J'ai senti cet horrible creux dans mon estomac alors que je me dirigeais vers l'entrée. À travers la vitre, je l'ai vue. Une camionnette noire qui tournait au ralenti juste à l'extérieur. Sans réfléchir, j'ai verrouillé la porte aussi vite que possible, mais du métal s'est détaché de la porte arrière. Quelqu'un essayait d'entrer. Je n'ai pas réfléchi. J'ai attrapé la chose la plus lourde possible, un shaker en métal, et je l'ai serré comme une arme pendant que je composais le 911 avec mon autre main. Il était impossible que la police arrive à temps, alors j'ai pensé à m'enfuir par la porte d'entrée, mais je ne l'ai pas fait. Pour une raison quelconque, je me préparais à me battre lorsque j'ai vu des phares entrer dans le parking. C'était mon patron. Les bruits provenant de la porte arrière se sont soudainement arrêtés et quelques secondes plus tard, la camionnette est sortie du parking avec un cri. J'ai embrassé mon patron et je lui ai raconté ce qui s'était passé et il a dit qu'il avait récupéré la plaque d'immatriculation de la camionnette au moment où elle partait. Lorsque les flics sont arrivés, mon patron a visionné avec eux les images de sécurité. C'était pire que ce que j'avais imaginé. Juste avant le départ de la femme, les caméras avaient filmé 2 personnages masqués accroupis près de la porte d'entrée et attendant. Il y avait une autre personne à l'arrière qui frappait à la porte avec son poing, essayant clairement de me chasser vers l'avant. C'était carrément horrible. Pour aggraver les choses, le numéro de plaque que mon patron avait relevé s'est avéré n'être pas enregistré. Cela fait un certain temps depuis cet incident, mais aucun progrès n'a été réalisé. La seule bonne nouvelle qui ressort de toute cette histoire, c'est que mon patron ne me fait plus travailler seul. Malgré cela, je suis toujours extrêmement mal à l'aise chaque fois que je dois travailler de nuit. Je me demande encore comment il savait que je travaillerais seul. Cela n'a aucun sens. Même maintenant, je pense souvent à ce qui se serait passé si j'avais cédé à la peur et couru vers la porte d'entrée. J'avais l'habitude de travailler de nuit dans une station-service, un dépanneur, à proximité d'un tronçon d'autoroute tranquille. Je dis « avant » parce qu'après ce qui m'est arrivé il y a quelques mois, je ne travaillerai plus de nuit. C'est une petite station, du genre qui ne fait pratiquement pas d'affaires. Une fois qu'il se fait tard, la majeure partie de mon travail consistait à réapprovisionner les étagères, à essuyer les comptoirs et à appeler occasionnellement un camionneur ou un voyageur de passage. Je me souviens très bien de tout cela. Il était alors un peu plus de 2h30 du matin. Même les camionneurs étaient pour la plupart à sec et je n'avais pratiquement plus rien à faire. J'ai fait défiler sans réfléchir sur mon téléphone, essayant de gagner du temps. À un moment donné, je suis sorti pour prendre l'air, me frottant les mains contre le froid. J'ai expiré plusieurs fois, regardant mon souffle disparaître dans le froid. Le parking était vide, juste les pompes, la route et la sombre étendue d'arbres au-delà. L'enseigne au néon vacillait légèrement et je me souviens qu'elle était floue, comme si l'on pouvait littéralement voir l'humidité dans l'air. Même avec l'autoroute pas très loin, c'était plutôt silencieux.
Juste au moment où j'étais sur le point de retourner au magasin, j'ai remarqué que quelque chose bougeait du coin de l'œil. J'ai tourné la tête et j'ai réalisé qu'il y avait une personne debout derrière l'une des pompes. Comment ne l'avais-je pas remarqué plus tôt? Il portait un sweat à capuche rouge foncé avec une capuche relevée et il avait les deux mains enfoncées dans ses poches. Il n'y avait aucune voiture en vue, donc il ne faisait visiblement pas le plein. La seule chose était qu'il ne semblait pas non plus se diriger vers le magasin. Il se tenait là, à moitié tourné vers le magasin, comme s'il m'observait. Au début, j'ai pensé qu'il attendait peut-être quelqu'un, mais quelque chose dans sa façon de bouger m'a contrarié. Il se déplaçait en quelque sorte selon ce schéma circulaire. Je suis entré dans le magasin, mais j'ai veillé à le surveiller à travers la vitre. Je l'ai suivi tout en faisant semblant de ne pas le faire, en espérant que quelqu'un viendrait le chercher ou quelque chose du genre. Mais après quelques minutes, il commença à marcher vers la porte, lentement au début, puis poussant soudainement à l'intérieur, comme s'il avait pris sa décision d'un seul coup. Il s'est dirigé vers le comptoir, mais n'a rien dit tout de suite. Il m'a juste regardé comme s'il m'évaluait. Puis, d'une manière précipitée, presque répétée, il marmonna que sa voiture était en panne juste avant les pompes. Il a dit qu'il avait besoin d'un seau, ou peut-être juste d'un peu d'essence pour se rendre à la prochaine ville. J'ai été littéralement choqué. Il n'essayait même pas de rendre son histoire crédible. Je ne pouvais pas croire qu'il s'attendait réellement à ce que j'achète son histoire de BS. J'ai proposé d'appeler une dépanneuse à la place. « Non », dit-il trop rapidement en secouant la tête. Il avait juste besoin d'une lampe de poche et peut-être d'un peu d'aide pour vérifier sous le capot. Quelque chose n'allait définitivement pas, c'était vrai. La façon dont il parlait, la façon dont il observait ma réaction, c'était comme un test. Pour être honnête, cependant, les gens qui entrent dans les stations-service à cette heure-là sont généralement un peu étranges, et j'ai commencé à me demander s'il avait réellement besoin d'aide et s'il était juste une personne étrange ou s'il avait quelque chose en tête. Je lui ai demandé où était garée sa voiture et il m'a répondu que c'était juste après l'entrée de l'autoroute. J'étais visiblement sceptique, mais il a ensuite pointé du doigt le moniteur derrière moi. Je me suis retourné pour regarder l'écran et à ma grande surprise, il y avait en fait une voiture garée là-bas. Je me suis dit « Oh merde, peut-être que ce type a vraiment besoin d'aide ». Et c'est là que ça m'a frappé. Je venais littéralement d'être dehors et je me serais souvenu d'une voiture garée là-bas. J'ai jeté un coup d'œil au moniteur et j'ai vu le moindre mouvement près du pare-choc arrière de la voiture. Quelqu'un était accroupi, hors de vue. Une vague froide d'effroi m'a frappé. J'ai forcé un sourire désinvolte et j'ai accepté d'aider le gars, mais pas avant de lui avoir dit que je devais récupérer mon téléphone dans le back-office. Je me suis retourné lentement, ne voulant pas l'effrayer, mais à la seconde où j'ai été hors de sa vue directe, j'ai claqué ma main sur le bouton d'urgence sous le comptoir. L'alarme s'est déclenchée instantanément, retentissant dans tout le magasin. Je m'attendais à ce qu'il m'attaque, mais ce qu'il a fait à la place était encore plus troublant. Son énergie nerveuse a disparu. Fini la fausse urgence. Plus besoin de passer d'un pied à l'autre. En fait, il s'est détendu. Tout son langage corporel changea, puis il sourit. Pas un sourire de panique. Pas gêné non plus. Un sourire lent et complice, comme s'il avait tout le temps du monde, comme si cela l'amusait. J'étais sous le choc. Je n'ai même pas eu le temps de m'entraîner physiquement avec lui. D'un mouvement fluide, il se tourna et s'enfuit. J'ai couru vers les moniteurs juste à temps pour les voir tous deux décoller, non pas vers la voiture, mais dans les bois derrière la gare. La voiture est restée là, moteur éteint, phares éteints, personne à l'intérieur. Au moment où la police est arrivée, c'était exactement ce que je voyais. La voiture était toujours là, mais les hommes étaient partis. Aucune empreinte de pas ne nous éloigne. Aucune trace d'eux nulle part. Et puis l'un des agents a fait remarquer quelque chose que je n'avais pas remarqué auparavant. La porte du passager avant était ouverte.
Il y avait eu une troisième personne à l'intérieur pendant tout ce temps. La police a pris ma déclaration. J'ai retourné les images de surveillance et c'était tout. Quelques jours plus tard, ils m'ont recontacté. Ils ont fait remorquer la voiture et ont vérifié les plaques. Il s'est avéré qu'il avait été signalé comme volé près d'une semaine plus tôt, à plus de 100 miles de là. Personne ne s'était manifesté pour le réclamer. Aucune personne disparue n'a été signalée. Aucun autre crime qui y est lié. Juste un véhicule abandonné au milieu de nulle part, sans aucune explication. C'était il y a des mois, et toujours rien. Je ne sais pas pourquoi les dépanneurs sont des cibles si populaires, mais je peux affirmer avec certitude que je ne travaillerai plus jamais de nuit. Cela s'est produit il y a quelques semaines. Je travaille de nuit chez Walmart. Ce n'est pas le pire travail au monde, mais au bout d'un moment, on commence à avoir l'impression de flotter dans le temps. Les nuits se mélangent, mêmes étagères, même routine, même bourdonnement sourd des plafonniers. Espérons que quelque chose de mieux arrive. J'ai l'habitude de traîner et de stocker la section électronique, ce qui est bien, car elle est plus calme que les autres zones. Les gens ne se précipitent pas vraiment à 2 heures du matin pour acheter des chargeurs de téléphone et des enceintes Bluetooth. La plupart des clients sont soit des oiseaux de nuit qui tuent le temps, soit des camionneurs qui s'approvisionnent en dernière minute avant de reprendre la route. C'est pourquoi je l'ai remarqué. Au début, je n'y pensais pas beaucoup. Juste un autre gars qui errait dans les allées, attendant probablement quelqu'un. Mais après quelques minutes, j'ai réalisé qu'il ne faisait pas de course. Il ne faisait même pas semblant. Il n'arrêtait pas d'apparaître. Chaque fois que je levais les yeux, il s'attardait à proximité, planait dans l'allée voisine ou se tenait un peu trop immobile près de la section de dédouanement. Il ne regardait rien. Il était juste là, à me regarder. Je me suis dit que j'y réfléchissais trop. Le magasin est grand et peut-être qu'il prenait juste son temps, mais la façon dont il se déplaçait, toujours juste assez près pour que je le remarque, sans jamais rien ramasser, a mis quelque chose au plus profond de mes tripes. J'attendais qu'il continue et me demande mon numéro, mais il ne m'a jamais approché. C'était comme s'il voulait que je le voie, ce qui n'avait aucun sens pour moi. Je suis allé en parler à quelqu'un par radio, mais j'ai réalisé que les piles de ma radio devaient être mortes parce qu'elles ne fonctionnaient pas. Finalement, j'ai commencé à me demander si je devais aller chercher un manager lorsque j'ai senti une main s'enrouler autour de mon bras. J'ai failli sursauter, mais avant que je puisse réagir, une voix de femme retentit, forte, amicale, trop familière. Elle s'est exclamée « Vous y êtes !» avant de me raconter un petit discours sur la façon dont elle m'avait cherché partout. Je me suis retourné, complètement déstabilisé, et j'ai vu une femme que je n'avais jamais vue de ma vie. Elle souriait, sa prise ferme sur mon bras, comme si nous étions de vieux amis réunis. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, elle s'est penchée et a murmuré, son ton devenant grave et urgent. « Ce type vous a enregistré. Suivez-moi. » Mon estomac s'est effondré. Je tournai légèrement la tête, juste assez pour regarder en arrière. L'homme était toujours là, mais maintenant il ne faisait même plus semblant de parcourir. Il me regardait droit dans les yeux. Une vague froide de peur m'envahit. Je l'ai laissé me tirer. Je ne l'ai même pas remise en question. La façon dont elle m'a attrapé le bras, la façon dont elle a parlé si fort et avec désinvolture, comme si nous étions 2 vieux amis réunis, je m'y suis accroché. J'étais plus que reconnaissant que quelqu'un ait réalisé ce qui se passait et se soit mis dans une position inconfortable juste pour m'aider. Elle a continué à agir pendant que nous marchions, divaguant sur quelque chose, peut-être un voyage qu'elle avait fait, peut-être une blague intérieure que nous étions censés partager. J'ai à peine traité les mots. Mes pensées étaient concentrées sur lui. M'avait-il vraiment enregistré ? C'était effrayant comme l'enfer. Je voulais savoir s'il nous suivait toujours, mais je n'arrivais pas à trouver le courage de me retourner pour l'instant. La femme m'a guidé dans les allées, en avançant rapidement. J'ai à peine remarqué où nous allions, seulement que la distance entre moi et cet homme grandissait.
En toute honnêteté, je m'attendais un peu à ce qu'elle arrête de faire semblant de me connaître à un moment donné. Mais elle a continué. À un moment donné, cela devenait un peu inconfortable, alors j'ai regardé derrière moi. À mon grand soulagement, cet homme ne me suivait plus. Cependant, la femme n'arrêtait pas de me tirer vers l'avant. Je lui ai dit que tout allait bien maintenant et que nous devrions probablement aller trouver mon manager, mais elle m'a juste serré le bras plus fort, me disant qu'il se cachait quelque part. Je me suis dit, et alors? Que va-t-il faire dans un magasin plein d'employés? Au début, j'étais évidemment inquiet parce qu'il n'y avait personne, mais maintenant que je n'étais plus seul, j'ai commencé à réaliser que cela ne servait plus à grand-chose d'avoir peur. Je lui ai dit cela, mais elle a continué à bouger. Je lui ai dit que j'étais sérieux et j'ai planté mes pieds, tordant légèrement mon bras pour desserrer sa prise. « Tu peux lâcher prise maintenant », dis-je, mais elle ne l'a pas fait. Elle m'a souri, mais quelque chose n'allait pas. « Allez, juste un peu plus loin », dit-elle en me tirant. À ce moment-là, j'ai regardé autour de moi. Le magasin était pratiquement mort. Nous avions dépassé les caisses automatiques, les allées les plus fréquentées. L'entrepôt se profilait devant nous, faiblement éclairé et presque vide. Au-delà se trouvait la sortie latérale, celle sans caméra, celle utilisée par les employés pour charger les marchandises. C'est alors que j'ai compris. Elle me conduisait directement vers la sortie. Je n'y ai pas pensé. J'ai crié à l'aide en retirant mon bras de son emprise de toutes mes forces. Elle a perdu son emprise, juste assez pour que je puisse me libérer. Je n'ai pas perdu une seconde de plus. Je me suis retourné et j'ai couru vers l'avant du magasin. Alors que je m'enfuyais, elle a crié quelque chose derrière moi. Elle m'a crié de revenir, suivi de mon nom que je ne lui avais pas donné. J'ai continué à courir jusqu'à ce que j'aperçoive un de mes collègues qui courait vers moi, probablement en réaction à mes cris. Je leur ai dit d'appeler la sécurité, ce qu'il a fait rapidement. Mais cette femme était partie depuis longtemps. Au moment où j'ai raconté mon histoire aux gardes de sécurité, cette femme et cet homme n'étaient plus en vue. Ils ont visionné les images de sécurité et, comme je le soupçonnais, la femme et l'homme sont entrés ensemble dans le magasin. Elle avait été avec lui tout le temps. Le visage de l'homme était clair comme le jour sur l'une des images, mais le sien était toujours détourné. J'avais le sentiment qu'elle était le cerveau derrière tout cela. Alors j'étais furieux que les caméras n'aient pas capté son visage. Chaque seconde avait été planifiée. La police est intervenue et tout cela a été considéré comme une tentative d'enlèvement ratée. J'attends toujours une résolution à ce sujet. Cet homme devrait certainement être facile à retrouver, étant donné que son visage a été filmé. Je ne sais pas comment cette femme a connu mon nom. C'est ce qui me terrifie le plus. Ces gens ne m'avaient pas choisi au hasard. J'étais une cible directe.